Je rappelle que cette commission d'enquête a été constituée à la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain et a pour rapporteur David Assouline. Mesdames, Messieurs, il nous a semblé important, avec le rapporteur, de consacrer une audition complète au service public que vous représentez dans sa diversité. La France dispose d'un service public de l'audiovisuel qui représente une part importante du marché. Ainsi, le groupe France Télévisions rassemble une part d'audience de plus de 28% en 2021 et Arte à peu près 3%. Radio France, de son côté, est le groupe leader en France avec près de 30% de part de marché. Il était donc difficile de parler de concentration des médias sans réunir un service public qui, par bien des égards, en est un acteur dominant. Pour autant, et s'il est pour certains paré de toutes les vertus, le service public est également parfois victime de suspicions ou d'interrogations quant à son indépendance du pouvoir politique, soit une remarque exactement symétrique à celle des médias privés face au pouvoir économique de leurs actionnaires. Nous souhaitons donc vous entendre à la fois pour une réflexion générale sur la concentration des médias, un mouvement qui pourrait encore être accentué en 2022 avec le projet de rapprochement TF1-M6 ou la montée en puissance de Vivendi, mais également sur ce qui fait selon vous la spécificité d'un média de service public et les garanties qu'il présente face au risque d'ingérence. Je vous propose l'organisation suivante qui est dans la droite ligne de l'ensemble de celles que nous avons mises en place pour les différentes auditions. À savoir, je vais vous laisser la parole pendant 8 minutes chacun pour un propos liminaire. Je serai assez vigilant sur le respect du temps de parole, tout simplement pour que nous puissions par la suite vous poser des questions. Et c'est le rapporteur, bien entendu, qui commencera la première série de questions. Je vous précise que cette audition est diffusée sur le site internet du Sénat et qu'elle fera également l'objet d'un compte-rendu qui sera publié. Enfin, je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Je vous précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens d'intérêt ou conflits d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vais vous inviter, Madame Ernotte, Madame Veil et Monsieur Patinaud, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Madame Ernotte. Je le jure. Madame Veil. Monsieur Patinaud. Merci. Je vous laisse la parole donc pour 8 minutes. Je ne sais pas qui commence. Madame Ernotte. Allez-y. Voilà, je pense que j'ai trouvé. Est-ce que vous me permettez d'enlever mon masque pendant que je parle ou pas? Non. Je vois à votre regard que non. Je le garde. Je veux le dire qu'effectivement. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Cette commission d'enquête arrive dans un moment où on sent une forme de cristallisation de l'inquiétude sur la tenue des débats publics. Et c'est vrai qu'on constate aujourd'hui que 3 Français sur 4 ne disent plus n'ont plus une idée claire de l'actualité. Ça tient sans doute à 3 facteurs. D'abord, la prédominance des réseaux sociaux et le fait qu'une fausse information circule 6 fois plus vite qu'une information juste. Ces réseaux sociaux nous enferment dans des boucles qui finalement nous confortent dans des opinions qu'on peut déjà avoir, sans parler de la dérive du harcèlement en ligne qu'on peut aussi observer. Dans le même temps, il y a des chaînes d'opinion qui émergent avec leur lot d'hystérisation du débat et de culture du clash. Finalement, ce qu'on admet, au fond, dans la presse, des médias, des titres qui portent une opinion, est assez nouveau dans la télévision française. Tout ça dans un secteur qui se concentre très vite en France, comme ailleurs en Europe. En France, le rachat de Lagardère, le projet de fusion TF1-M6. Donc la question de la concentration se pose dans un moment de dérèglement médiatique. Et pour moi, elle questionne 2 choses. D'abord, le pluralisme et enfin la diversité culturelle. Ma première conviction, c'est que le service public est une balise indispensable pour les citoyens en matière d'information. Parce que dans ce moment de dérèglement médiatique, l'information, chez nous, dans le service public, n'est pas une marchandise, mais la base du contrat de confiance qu'on a avec nos concitoyens,
D'abord parce que nous sommes indépendants des pouvoirs économiques et des pouvoirs politiques, parce que le pluralisme est au cœur de nos offres, parce que nous avons ce contrat de confiance qui s'inscrit, qui se voit dans les différentes enquêtes. On notera que France Info, qui est notre œuvre commune, est largement en tête en termes de confiance des chaînes d'information. Et puis parce que nous avons dans le service public une offre d'investigation qui est désormais unique. On fait d'ailleurs en Europe une corrélation très stricte entre le poids des services publics, la santé des services publics et le niveau de démocratie des différents pays. Quand je dis corrélation, c'est au sens scientifique du terme. Et dans ce contexte, on a des propositions de privatisation ou d'abandon d'une partie du service public en France, en Grande-Bretagne également. C'est un débat pour moi qui est en fait d'un autre siècle et qui voudrait qu'on passe d'un monopole public dans les années 80 à une forme de monopole privé dans les années 2020 et au-delà. Ma deuxième conviction, c'est que les médias nationaux restent et vont rester durablement les principaux financeurs de la création française. On voit le poids des médias globaux, transnationaux, d'origine américaine aujourd'hui, asiatique sûrement demain. Dans le top 10 des géants de la tech représente 30 fois la valeur des 66 médias de service public européens. Donc c'est vous dire le poids de ces médias globaux. Ils ont une force politique très importante. On le voit aujourd'hui à Bruxelles, puisqu'ils œuvrent contre le projet de DSA, de Digital Services Act, porté par la Commission. Et puis évidemment tout technologique, puisque tous les terminaux sont non européens, les algorithmes sont non européens. Cette situation nous fragilise à un moment où nous subissons des baisses budgétaires dans le service public et une forme de tension aussi sur le marché de la publicité pour les chaînes privées. On voit une forme d'emprise sur les talents. Je cite souvent cet exemple, mais Fanny Herrero, qui est la très grande showrunneuse de 10%, est sous contrat chez Netflix et donc ne peut plus travailler pour quelqu'un d'autre. Omar Sy, encore récemment. Et puis on voit dans des domaines connexes comme les droits du sport que ces grandes plateformes américaines viennent maintenant aussi arracher des droits sportifs, la Ligue 1, Roland-Garros pour Amazon. Les acteurs européens doivent se renforcer pour faire face à cela. C'est une position qui vaut pour l'audiovisuel privé, c'est pour ça que je me suis toujours déclarée en faveur de la fusion TF1-M6, comme pour l'audiovisuel public. Nous avons de nombreuses alliances, une union, l'UER, qui nous rassemble, des offres communes. J'en citais une tout à l'heure qui est France Info, mais d'autres sur lesquelles nous sommes en chantier, notamment avec ma collègue Sybille. Et puis aussi des alliances au niveau européen, à la fois dans la défense de nos intérêts communs, public-privé d'ailleurs, puisque nous avons une posture commune, public-privé, en matière de soutien au DSA et au DMA, qui sont les deux textes aujourd'hui à Bruxelles. Enfin, ma troisième conviction dans ce dilemme, concentration versus pluralisme, c'est qu'il y a un chemin ténu mais qui existe. La première chose, c'est de mettre la question du pluralisme de l'information au cœur des préoccupations dans les grands projets de rapprochement. Et pour ce faire, nous avons très certainement besoin de nous appuyer sur un régulateur fort, l'ARCOM, qui prendra en compte cette question de façon centrale. La deuxième conviction pour résoudre ce dilemme, c'est de défendre un service public fort, indépendant et accessible à tous. Il y a évidemment urgence à réformer la redevance, puisqu'en 2023, la question se pose déjà. Et nous devons, comme nous le faisons aujourd'hui avec mes collègues, accélérer les coopérations entre services publics français, notamment sur le numérique, pour massifier notre offre, être visible. C'est un enjeu pour nous majeur de puissance. Et puis le dernier point, qui n'est pas encore totalement traité, mais qui est très très important, c'est la proéminence, c'est-à-dire comment est-ce que les services publics, notamment, mais pas que, les grands services privés aussi, restent des contenus d'intérêt général et existent dans ces environnements numériques que nous ne maîtrisons pas pour éviter l'effacement technologique. Comment demain, quand on allumera une télévision connectée, on aura accès aux applications des services publics. Comment demain, on peut imaginer un bouton service public sur la télécommande, là où aujourd'hui, vous avez un bouton Netflix et un bouton Disney. Je vous remercie.
Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, alors, tout d'abord, merci beaucoup de nous réunir pour parler d'un sujet qui est important, qui concerne l'évolution de l'écosystème des médias et des impacts qu'il a sur, notamment sur le débat public. Et je vous en remercie parce que je pense que ça permet de prendre le sujet des médias par là où il doit être pris, à un moment où on a été distrait de pas mal de questions par des critiques faites à l'encontre du service public, qui a été paradoxalement, cette critique a été paradoxalement mise à l'agenda médiatique et politique, précisément à un moment où son utilité n'a sans doute jamais été aussi forte et où sa reconnaissance par le public n'avait jamais été aussi importante, puisque nous n'avons jamais eu, par exemple, autant d'auditeurs à Radio France que depuis ces dernières années. Alors, nombreuses sont les personnes auditionnées devant votre commission qui ont rappelé l'évolution des usages, la concurrence internationale qui constitue une nouvelle donne du secteur audiovisuel et qui, dans ce contexte, font de la consolidation d'acteurs nationaux un mouvement qui apparaît logique au niveau français et européen. Cette concentration a évidemment des avantages, d'effets d'échelle, de masse critique. Elle a aussi, on le sait, des inconvénients qui, eux, ne sont pas automatiques sur les salaires, sur les prix, la diversité. Ce qu'on voit, c'est que des acteurs très innovants, mais de taille réduite ou sur des segments restreints, peuvent être aussi performants également, que des mastodontes multimétiers, eux, peuvent se confronter à l'échec quand ils oublient d'être innovants. Donc je pense que dans une économie ouverte dans laquelle nous vivons, le législateur doit avoir avant tout à cœur d'aider les acteurs à être performants, quelle que soit leur taille, pourvu que la diversité, l'innovation et l'indépendance soient garanties. Ça concerne tout autant le secteur de la vidéo, dont on parle beaucoup, que les acteurs de l'audio, dont on parle le moins. Et nous avons besoin d'acteurs forts et innovants de chaque côté pour contrer d'un côté Netflix et les autres plateformes de vidéo et contrer de l'autre Spotify, Apple, Amazon Music par exemple, pour le secteur de la radio et de la musique, où il y a de nouveaux acteurs qui viennent aussi. Je pense que c'est important et c'est le message que j'aimerais vraiment faire passer devant une commission. Il faut sortir l'audio de l'oubli. Et c'est sur ce sujet peut-être spécifique que je voudrais peut-être apporter un éclairage complémentaire devant votre commission. Dans le monde actuel, nos concurrents à nous, Radio France, ne sont plus simplement RTL, Europe 1 et RMC Énergie, ce sont aujourd'hui Spotify, Amazon, Apple. Amazon qui, par exemple, lance son offre de podcast en France. Et on sait combien le rapport des jeunes à la musique, le rapport des jeunes à l'audio parlé, ce qu'on appelle les podcasts, aujourd'hui a changé et ils passent beaucoup plus de temps à streamer sur des plateformes, par exemple, qu'à aller vers des médias traditionnels. Ce qui veut dire qu'il est essentiel aujourd'hui d'investir dans l'innovation dans ce nouveau secteur audio pour préserver une forme de souveraineté culturelle. Et je parle bien de souveraineté culturelle parce que sinon, comment se résigner à ce que dans 10 ans, les jeunes en France n'écoutent plus aucun artiste français? Si on n'a pas d'acteurs de l'audio en France qui soient forts et qui promeuvent toute la diversité et la richesse de la musique en France, c'est ce à quoi on risque d'aboutir. Parce que sur les plateformes de streaming, les algorithmes ne sont pas conçus, loin de là, pour pousser les jeunes artistes français ou la diversité. Ça implique donc d'avoir des acteurs nationaux qui soient forts et vous avez un service public sur lequel vous pouvez compter qui porte ce sujet de soutien de la diversité culturelle et de l'exception culturelle française à bras-le-corps. Depuis que je suis présidente de Radio France, j'ai fait 2 choix stratégiques. D'une part, remettre l'audio au cœur de notre stratégie et de nos investissements. Au moment où il y avait beaucoup de débats d'ailleurs sur l'importance d'y associer ou pas de l'image et de la vidéo. Et l'apparition justement de ces nouveaux acteurs de l'audio qui sont des acteurs mondiaux sur le podcast et la musique nous a donné raison. Deuxième choix que j'ai fait, c'est réduire notre dépendance aux grands agrégateurs en matière de distribution numérique. Quand j'ai pris mes fonctions en 2018, 84% de nos podcasts étaient écoutés sur des plateformes, des agrégateurs qui étaient anglo-saxons. En fin d'année dernière, donc fin 2021, notre application Radio France, qui est une application 100% audio, avait plus d'utilisateurs mensuels qu'Apple Podcast. C'est pour vous dire le chemin qu'on a réussi à parcourir, qui est un accomplissement immense quand on sait la disproportion de force et de moyens qu'il y a entre un acteur comme Apple et un acteur comme la radio de service public en France.
Ça s'appuie évidemment sur nos contenus, ça s'appuie aussi sur les investissements qu'il faut faire dans l'ergonomie, l'expérience utilisateur, les plateformes, toute la technologie qui est nécessaire aujourd'hui pour s'adapter aux nouveaux usages. Et je dirais même que les médias historiques qui n'engagent pas cette mutation sont condamnés progressivement à disparaître des usages des Français, en commençant par ceux des plus jeunes générations. Or nous, là je parle des acteurs de la radio, et Radio France, on a besoin qu'il y ait des acteurs de la radio et de l'audio qui soient forts, des acteurs qui soient aussi nature privée, pour entretenir l'intérêt du public pour le média radio. Donc oui à la consolidation d'acteurs qui soient forts, si elle permet aux acteurs de la radio d'engager leur mutation vers l'audio. Or, ce que je peux constater, c'est que ces dernières années, les différents rapprochements multimédia à l'œuvre se sont, pour beaucoup, faits au détriment de ce média. Au sein de groupes radio-télé, on observe que la radio est rarement tirée vers l'eau dans les choix d'investissement. Je vais donner un exemple très simple, c'est celui du DAB+. Nous avons été en France en très grand retard par rapport à nos voisins européens sur le déploiement de cette nouvelle technologie de diffusion de la radio. Nous l'avons été parce que ce n'est pas un investissement qui a été priorisé par les différents grands acteurs de la radio. Or, continuer à écouter la radio sur une technologie, la technologie FM, qui date des années 40, est-ce le meilleur moyen de rendre ce média encore attractif pour les plus jeunes générations ? Et heureusement qu'avec la persévérance d'une part de l'ARCOM, anciennement CSA, de la radio publique française et d'autres acteurs, nous avons vraiment fait en sorte que le virage vers le DAB+, soit engagé, que l'ensemble des acteurs s'y engagent pour qu'on rattrape le retard pris sur les autres pays européens en matière de diffusion de cette nouvelle technologie qui aujourd'hui est poussée dans beaucoup d'autres pays européens. Le Royaume-Uni, par exemple récemment, qui a dit qu'ils envisageaient d'ici 2030 le basculement de toute la diffusion dans cette technologie-là. Alors, par ailleurs, j'observe que souvent les rapprochements entre offres radio et offres télévision se font dans une logique de synergie de coûts, de couplage d'offres publicitaires en diffusant le même programme sur les deux médias. Et ça se traduit par un appauvrissement de la diversité des contenus. Quand là, vous aviez deux contenus, vous n'en avez plus qu'un. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les projets de coopération que nous avons développés au sein de l'audiovisuel public, et qu'avec Delphine, des projets qui nous animent et dans lesquels nous croyons beaucoup, à chaque fois nous avons fait en sorte que ce ne soit pas pour supprimer une offre existante qui réduise la diversité, mais bien pour créer une offre supplémentaire, nouvelle, qui soit vraiment utile pour les citoyens. Par exemple, l'offre nouvelle de France Info est une offre où il y a une nouvelle chaîne de télévision, une nouvelle offre numérique qui ont été créées en adjoignant les forces de la radio et de la télévision publique. Ce que nous faisons entre France Bleu et France 3 vise à faire en sorte, chère Delphine, d'avoir une offre régionale de France 3 qui s'accroisse grâce à l'apport complémentaire que peut avoir la radio. Donc ça a été à chaque fois pour apporter de nouvelles offres qui correspondent à un besoin, à une utilité pour le public et pour le citoyen. On s'est vraiment attaché à chaque fois à jouer sur la force de chacun des médias et surtout aussi sur l'effet démultiplicateur que peuvent avoir le projet numérique qui a sous-tendu ces principales offres. La seconde réflexion, je voulais partager avec vous. Les différents médias sur cette question, parce que quand il y a le soupçon, ça entache l'ensemble du secteur. Or, le paysage de l'information s'est transformé. Et aujourd'hui, pour faire une information de qualité, ça demande des moyens qui sont très importants, toujours des moyens de reportage, des enquêtes, de l'investigation, pour ne pas se limiter à des débats sur les plateaux et aux relais de polémiques nés sur les réseaux sociaux pour faire du buzz facile. On fait un travail de fond, qui est un travail important pour construire une réponse globale face à la transformation du paysage de l'information,
un exemple, on investit par exemple dans l'intelligence artificielle. Donc ce sont voilà, autant de questions qui font qu'on prend à bras le corps cette problématique de la diffusion de fausses informations et la bataille pour la fiabilité de l'information. Pardon, j'ai coupé votre micro sans faire exprès. Ouais. Merci Madame la Présidente. On va de toute façon revenir sur les points que vous n'avez pas pu aborder à travers nos questions. Il n'y a pas de doute. Monsieur Patino. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide, d'autant plus que je ne peux que m'inscrire dans la continuité de ce qui a été dit à la fois par Delphine Ernotte et sur la nécessité du service public et par Sybille Veil sur sa nécessité d'innover. Là-dessus, Arte est totalement, comme sur beaucoup d'autres choses, en accord avec ce qui vient d'être dit. Je le dis d'autant plus que, comme pour reprendre les termes de Delphine Ernotte ou de Sybille Veil, sur parfois les questionnements qui se font par rapport au service public, au rôle du service public ou au poids du service public. Vous le savez, Arte est une chaîne franco-allemande et que nous vivons donc avec, si j'ose dire, l'écho ou la stéréo de nos amis allemands, et qu'en Allemagne, en juillet, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, tout en validant une augmentation de la redevance en Allemagne, a rappelé à quel point, plus que jamais, le service public était une nécessité pour la démocratie allemande, dans un moment où l'espace public tend à se polariser et se fragmenter. Et donc, il a à la fois, ce tribunal, permis à l'audiovisuel public allemand d'avoir plus de ressources que jamais dans son histoire, et par ailleurs, plus de devoirs, si j'ose dire, c'est-à-dire des devoirs, évidemment, qui sont des devoirs civiques, publics et d'intérêt général. Alors, juste pour compléter, ou peut-être juste être en écho avec ce qui a été dit par la présidente de France Télévisions et celle de Radio France, 3 petites réflexions et une illustration. Évidemment, le cadre sur la concentration des médias, la loi de 86, c'est un moment où le cadre a été fait dans un moment où il existait une certaine rareté des médias, et se pose la question aujourd'hui de quel cadre dans un monde de profusion, alors qu'il n'y a jamais eu autant d'images, autant de sons, autant de chaînes de télévision, pour autant qu'on soit capable de définir encore ce qu'est une chaîne de télévision, autant de plateformes vidéo, etc., etc. On voit bien que dans ce monde de la profusion, en tout cas nous le vivons comme ça, les lieux, j'allais dire, de tension, y compris en termes de pluralisme, de diversité, se sont déplacés dans les 2 extrêmes de la chaîne de valeur. D'un côté, dans l'accès à l'information, à la propriété intellectuelle, au talent, aux créateurs, ce qu'a dit Delphine Ernotte concernant évidemment notre dialogue, je mets des guillemets, avec les plateformes, est tout à fait vrai, et vraiment je m'y associe absolument pleinement, mais de l'autre aussi, ça s'est déplacé en aval avec ce qu'on peut appeler la découvrabilité, c'est-à-dire non plus la capacité de mettre à disposition, mais la capacité de faire découvrir. Et le poids ou la puissance aujourd'hui, elle se situe dans la capacité à faire découvrir. Et ce qu'a dit Sybille Veil est tout à fait juste. Faire découvrir, c'est une question technologique. C'est une question qui pousse à l'innovation et qui pousse aux moyens technologiques, à la maîtrise de la data. Et donc, si vous me le permettez cette expression, informer aujourd'hui, rendre accessible la culture, créer un espace public, c'est aussi un enjeu technologique et c'est aussi un défi technologique. On voit bien alors ça ne rend pas obsolète évidemment les analyses de concentration, j'allais dire par secteur ou en silo, mais en tout cas, elles ne sont plus du tout suffisantes aujourd'hui. Si je dois, juste en 30 secondes, faire un cran encore au-delà, on voit bien qu'aujourd'hui, on a plusieurs modèles économiques qui existent dans l'univers des médias, qui ont chacun une conséquence sur l'espace public et sur l'information et sur notre vie culturelle en général. Il y a le modèle de l'économie de l'attention publicitaire, qu'il soit numérique ou télévisuel ou radiophonique. Et là, évidemment, on est sur la sursollicitation de l'audience, avec les mécanismes que ça veut dire. Il y a le deuxième modèle qui est l'économie d'adhésion, ça c'est l'abonnement. Abonnement qui peut être très qualitatif, moins qualitatif, qui peut être de presse, qui peut être autre. Mais le modèle de l'économie de l'adhésion, eh bien, ça archipélise votre public à un moment ou un autre. Ce n'est pas négatif, mais ça crée des chapelles de fidélité. Et puis, il y a un troisième modèle qui est le modèle du service public. Et ce modèle du service public, à mon sens,
c'est le seul modèle qui essaye de rassembler et qui soit mu par l'intérêt général. C'est le seul modèle dont l'objet est de transformer le public en citoyen. Et c'est pour ça que je pense que vraiment, en 2022, un discours ou un dialogue sur la concentration, le problème de la concentration ou de la diversité, c'est aussi s'assurer d'une diversité des modèles économiques pour chaque média. Donc la présence d'un service public fort à côté des privés qui se financent sur la publicité ou des privés qui se financent par l'abonnement. Et par ailleurs, au sein même de ces modèles économiques, il y a une diversité des acteurs dans chacun des modèles économiques. Qu'il n'y ait pas qu'un seul acteur publicitaire, qu'il n'y ait pas qu'un seul acteur d'abonnement, y compris quand on parle des plateformes, et qu'il y ait une pluralité dans l'offre des organismes de services publics. Tout ça, vous le savez déjà, donc j'en parle très très rapidement, juste pour vous dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde recherche de nouveaux critères sur la concentration. Vous rappelez peut-être ce qui se passe en Allemagne, à la fois dans les règles qui me semblent extrêmement modernes et évidemment dans les critères qui peuvent apparaître comme déjà un peu dépassés. Je vais essayer de ne pas dépasser mes 8 minutes, Monsieur le Président, je vous le promets. Une règle, pour un rappel en Allemagne, le rappel du tabou Hugenberg. Alfred Hugenberg était le Vorstandsvorsitzender de Krupp pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et même pendant la création du nazisme. Et donc, évidemment, depuis, il y a ce tabou qui existe en Allemagne et qui proscrit absolument l'adossement des médias à une industrie. C'est une règle structurelle dans le pays allemand. Alors, il y a évidemment un côté positif à cela, un côté, entre guillemets, en termes de concentration, de conséquences, c'est que ça crée des grands groupes médias qui, évidemment, poussent à la concentration des groupes médias eux-mêmes. Mais sinon, ce qui peut peut-être vous intéresser aussi, c'est qu'il y a 2 maillages ou 2 niveaux, comme toujours en Allemagne, de calcul sur le poids qu'on peut avoir à un moment donné en termes de concentration. Au niveau des lenders, on essaye d'étudier les positions dominantes dans la fabrication de l'opinion. Donc les lenders, les 14 bureaux des lenders qui sont en charge de l'analyse de la concentration des médias, regardent le poids dans l'opinion. Et alors, pour le moment, c'est calculé de façon, j'allais dire, assez traditionnelle, par les parts d'audience, mais rien dans le fonctionnement des lenders ne les oblige à rester sur cette analyse de parts d'audience. C'est-à-dire que les critères peuvent évoluer. Le deuxième chose, c'est le niveau de l'État fédéral. Et là, l'État fédéral s'intéresse aux médias comme marché. Et donc là, on en revient sur un système beaucoup plus traditionnel de parts de marché dans un silo ou dans une industrie donnée. Voilà pour l'illustration allemande. Pour terminer, évidemment, plaider ou illustrer ce qu'on essaye de faire, je crois qu'il y a beaucoup de modèles qui existent aujourd'hui et que le problème de la concentration, tel qu'on la voit arriver partout, c'est-à-dire le gigantisme petit à petit, ça a 3 conséquences qui peuvent être, à un moment donné, on va dire, à étudier. Le premier, c'est que souvent, on confond les économies d'échelle et les effets de réseau. Ce qui a été très bien dit par les 2 présidentes de France Télévisions et de Radio France, c'est que les effets de réseau, c'est des effets, j'allais dire, d'efficacité sur le réseau. Ça peut venir aussi d'acteurs petits. Ça suppose une agilité et une très grande capacité d'innovation technologique, alors que les économies d'échelle, c'est une vision industrielle déjà de cost-cutting ou autre, d'un monde déjà, pour ma part en tout cas, un petit peu dépassé. La deuxième chose, c'est la mondialisation des marchés, qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir des effets d'éviction par rapport aux créateurs, mais ne vous y trompez pas, l'éviction en termes d'information peut avoir lieu à un moment ou à un autre. Quand vous regardez comment fonctionne le domaine de l'information, vous voyez que des grands acteurs d'information mondiaux, et quelquefois exceptionnellement bons, petit à petit, quand vous avez une plateforme comme celle du New York Times qui a un nombre d'abonnés considérable, eh bien ils choisissent des sujets, ils se disent sur tel ou tel pays, je vais devenir l'acteur quasiment monopolistique de création sur l'information de ce pays, y compris parfois aux dépens des fournisseurs d'informations locaux. Donc il ne faut pas croire que les effets d'éviction qu'on peut voir à un moment donné sur les créateurs de fiction ou les créateurs de documentaires ne peut pas un jour ou l'autre avoir lieu en termes d'information. Donc il y a mondialisation du marché est le deuxième point. Et le troisième point, évidemment, c'est la standardisation des offres qu'on voit arriver, alors même que la création, comme vous le savez, c'est la prise de risque, c'est des premiers films, c'est des premières œuvres. En ce qui concerne Arte, nous, on essaye, et je termine par là, d'avoir un modèle, j'allais dire, européen en réseau, où on fait collaborer les gens. On fait plus de premiers films que beaucoup.
On fait débuter des tas de personnes, d'autres débutent sur France Télévisions ou sur Radio France dans l'univers du son, et je pense que la pluralité des acteurs, c'est ce qui permet à un moment donné à la création de prendre tous ces risques et aux diverses visions en termes d'information d'avoir lieu. Nous, notre information, elle est binationale parce qu'elle est faite par une rédaction qui parle deux langues, qui voit les choses à travers le prisme de deux réalités, et ça donne une information différente de celle de France Télévisions, et les deux, à mon avis, sont nécessaires. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Oui, bonjour, mesdames et messieurs les présidents. C'était absolument nécessaire que vous soyez devant nous pour aborder ce sujet crucial, même si quand on regarde notre sujet, on pourrait se dire mais ils ne sont pas directement concernés étant du secteur public. Alors pourquoi on a considéré cela important? Parce que cette reconfiguration du paysage audiovisuel de façon assez accélérée ces derniers temps a forcément au moins un impact sur le cœur aussi de l'audiovisuel français, avec des entreprises de services publics tout à fait performantes qui ont des parts de marché entre guillemets et un audimat tout à fait sérieux, ou qui ont marqué des points de façon très importante ces dernières années, là où on considérait qu'à l'époque qu'ils étaient condamnés comme Arte parce que on les moquait sur le fait qu'ils étaient passéistes, élitistes, visibles qu'en noir et blanc, j'en passe toutes les moqueries qu'il y avait à une époque, et condamnés à la mort certaine ce type d'offre en France, et on a vu comment les choses se sont retournées. D'ailleurs, c'était un peu la même chose avec France Inter et Radio France en général, notamment France Culture, et on voit comment aussi les choses se sont retournées. Donc, très important. Et la question que je veux poser à vous trois en ouverture, c'est de nous éclairer sur ce débat des concentrations économiques et de leur impact sur l'audiovisuel public. D'autant que, moi, personnellement, à partir de mes propres analyses, bien entendu, je me suis dit que la fusion TF1-M6 faisant apparaître un grand groupe, c'est largement commenté, 75 ou approchant du marché publicitaire capté par cette entreprise, un audimat à plus de 40% et à près de 75% avant les informations, c'est-à-dire au moment où les Français vont aller devant l'écran pour s'informer. Ça a un impact non seulement sur la démocratie, bien entendu, ou la pluralité, mais en tous les cas sur la concurrence avec le service public, qui est le principal concurrent et qui deviendrait le principal concurrent. Et à mon grand étonnement, et vous l'avez répété ici, donc c'est une position au moins personnelle, parce que je ne sais pas si on peut faire de telles déclarations au nom d'une entité de service public. Vous dites « Je suis favorable à la fusion TF1-M6 ». Bien, je ne sais pas si, comme avis de droit, c'est demandé, mais en tous les cas, parce que c'est à l'autorité de la concurrence qu'on demande si elle est favorable et si c'est possible. Ou alors à l'ARCOM, son avis. Vous avez tenu à le dire et le répéter ici, alors que tous les éléments de base qu'on a en main, alors c'est là que je demande des explications car je connais votre pertinence dans vos arguments en général, tout porte à croire que c'est le service public qui va le plus en pâtir, notamment par le marché publicitaire, par la valeur des droits et qui aura la main sur la valeur des droits, et des domaines encore plus compliqués, où déjà le service public a un grand retard, et je sais que ça vous émeut, la diffusion des sportives et l'acquisition des droits. Où on peut dire que là, le service public risque d'être condamné à ne plus jamais être dans la course. Donc, je suis très surpris d'une position aussi affirmée. Certains me disent c'est tactique parce que c'est une façon après de demander plus au service public pour qu'il puisse résister. Bon, oui, ça serait
petitement tactique, si c'était ça, mais parce que je pense effectivement qu'il faut renforcer le service public et arrêter de baisser ses dotations. Qu'il y ait ce rapprochement ou pas, c'est vital, et on a vu votre utilité, notamment au moment de la pandémie et des succès d'audience, la qualité des programmes qui sont là et nulle part ailleurs dans cette forme et dans cette offre. Donc à vous trois, comment vous voyez deux choses: la résistance de l'audiovisuel français aux plateformes, parce que c'est évoqué comme argument principal. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen de résistance, ou est-ce que vous vous dites, parce que vous avez mentionné des chiffres, et madame, et ici nous avons auditionné des spécialistes, notamment Nathalie Sonac, qui nous a rappelé, en termes de concurrence capitalistique, que là où tout l'audiovisuel français fait 5 milliards en 5 ans d'investissement, tout l'audiovisuel français, en 5 ans, 5 milliards, Apple tout seul, c'est-à-dire sans Amazon, Netflix, etc., fait 15 milliards par an. Est-ce que ce type de rapprochement est de nature à faire un peu peur ou un peu bouger les cils aux grandes plateformes? Et est-ce que, parce que j'ai entendu M. Patino dans un colloque dernièrement, nous étions ensemble, dire que c'était aussi par l'agilité, la créativité, la diversité de l'offre, la qualité, qu'on pouvait faire des résultats, notamment montrant à l'époque les 5 millions de vues de la série d'Arte, qui concurrençait largement ce que peut réaliser Netflix parfois, et ils sont bien contents quand ils font 5 millions. Et là, Arte, on ne peut pas dire que c'est le mastodonte de l'audiovisuel français, a pu le faire. Voilà, ma question, elle est sur votre position par rapport en général aux concentrations et la façon de résister, quelle est la meilleure façon de résister aux plateformes, et après, deuxième question, l'impact que vous considérez qu'aura la fusion TF1-M6 sur le service public en général. C'est aux trois. Ensuite, j'ai une question à chacun de vous trois, mais ça sera dans un deuxième temps. Qui commence, madame? Alors, effectivement, je comprends tout à fait, monsieur le rapporteur, votre questionnement. Je ne pense pas du tout que la fusion TF1-M6 soit une manière de lutter contre les plateformes. Je ne pense pas ça. Je pense qu'en fait, on a un marché des médias qui est composé d'acteurs qui font de la télévision. Et c'est un métier particulier, d'ailleurs, dont on a redécouvert les vertus au moment du confinement. C'est regarder ensemble, en fait, la même chose ensemble, vibrer ensemble, c'est se rassembler. Et puis des offres qui sont d'ailleurs complémentaires en réalité, hein, plutôt d'accès à une bibliothèque de contenu dans une consommation très individuelle de ces contenus. Pourquoi moi je pense que c'est important qu'on ait des acteurs télé en bonne santé, en fait. C'est ça qui fait fait que je pense que si TF1 et M6 pensent devoir fusionner pour rester en bonne santé, c'est important qu'ils le fassent. Parce qu'au fond, sur ce marché télévision, nous sommes pas très nombreux. Il y a nous, le service public, et puis il y a quelques groupes privés, et les plus importants sont TF1 et M6. Et on a besoin d'avoir des concurrents privés en bonne santé. Parce que si demain, je vous fais la contraposée, si demain, on avait des offres privées qui se délitaient, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on a une excellente offre privée également. Hein. Si on avait des offres privées qui se délitaient, eh bien c'est tout le média télé qui tomberait, et nous avec. On doit défendre le média télévision dans un monde où l'offre de médias est beaucoup plus large que simplement la télévision. Néanmoins, ça n'est pas sans caveat, évidemment. Et vous l'avez mentionné, la question de ne pas se faire, de ne pas avoir un phénomène d'éviction, comme le disait Bruno tout à l'heure, des droits sportifs est fondamentale. Donc là, on s'en remet aussi à la sagesse de l'autorité de la concurrence qui mettra des garde-fous. Et il en faut. Il en faut sur les droits sportifs, notamment les grandes compétitions qui sont, comme celle que je porte assez fièrement sur la poitrine, les Jeux olympiques qui sont de tout temps, et les Paralympiques qui sont de tout temps sur France Télévisions, Roland Garros. Voilà, ça c'est important aujourd'hui que France Télévisions arrive à garder ces droits-là. Mais les seuls concurrents en la matière ne sont pas TF1 et M6. On voit les grandes plateformes rentrer dans ce marché-là.
Donc oui, il y a des caveats sur les droits sportifs, il y a des caveats sur la publicité, vous avez raison, parce que le simple fait de regrouper le marché publicitaire des deux mastodontes que sont TF1 et M6, eh bien, fait baisser très spontanément le chiffre d'affaires publicitaire de France Télévisions. Il y a une prime, au leader, on le sait, et donc ça a des conséquences. Donc je ne dis pas qu'il faut, je ne suis pas naïve, hein, je ne pense pas qu'il faille bénir n'importe quelle façon de fusionner TF1 et M6, mais néanmoins, je comprends ce besoin d'avoir des acteurs nationaux qui soient puissants et qui aient les moyens de développer une offre qui pèse. Par ailleurs, je voudrais aussi rappeler que en matière de création, le service public est très très majoritaire. Si on additionne ce que fait Arte avec ce que fait France Télévisions en matière de séries, on doit avoir plus de 60% du marché aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que la fusion TF1-M6 ait de grandes conséquences. Je n'en sais rien, mais ça c'est à étudier. Mais voilà, le poids en création des chaînes privées est quand même nettement moins important que celui qu'a aujourd'hui le service public dans l'écosystème. Voilà pour cette réponse rapide. Alors, je vais reprendre le même propos que ma consoeur Delphine Ernotte. On a besoin d'avoir des acteurs qui soient aujourd'hui dans un fonctionnement sain. C'est beaucoup plus vertueux pour nous d'être des acteurs leaders sur un secteur en croissance que des acteurs leaders sur un secteur en décroissance. Dans un secteur qui s'appauvrirait parce que les acteurs nationaux seraient en train de se rabougrir sous l'effet de la concurrence des grands acteurs internationaux. Et c'est ça le risque aujourd'hui. Parce que la diversité et la qualité sans moyens, c'est un leurre, ça n'existe plus. Donc il faut qu'on ait des acteurs qui soient en capacité d'investir dans la diversité, dans la qualité des contenus et la qualité aussi des plateformes technologiques qui sont la porte d'accès aujourd'hui vers les contenus pour nos concitoyens. Or, moi ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui nos principaux concurrents, ce sont les acteurs du streaming. Quand on veut, par exemple, tout à l'heure je parlais de la musique, c'est une évidence aujourd'hui, quand on veut diffuser le concert qui lance l'album d'un acteur du secteur musical qui a une certaine notoriété, notre vrai concurrent aujourd'hui, c'est Spotify. C'est ce que nous avons les droits ou est-ce que c'est Spotify qui les a? Donc la concurrence a beaucoup changé, y compris pour nous. On le voit aussi dans les talents qui sont recherchés. Aujourd'hui, les talents en interne à Radio France qui sont recherchés à l'extérieur, ils sont recherchés par ces plateformes qui veulent se lancer dans la production de podcasts et qui font appel à nos talents internes. Donc la concurrence a vraiment changé de nature et moi ce que je vois c'est que avec les autres acteurs privés, nous sommes concurrents sur les contenus, mais en réalité nous faisons face au même défi qui est le risque, et notamment ça vaut tout particulièrement pour le média radio, le risque de disruption, c'est-à-dire du fait que les GAFA s'interposent entre nous et notre public, en particulier dans les voitures et sur les enceintes connectées. C'est-à-dire que si dans les voitures, demain, sur le tableau de bord, vous voyez Spotify et puis les médias radio, nous serons les premiers perdants. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes alliés avec les autres acteurs de la radio pour créer une interface qui s'appelle Radio Player. Donc on a des intérêts communs qui sont objectifs, qui sont réels, et on a besoin pour ça d'avoir des acteurs de la radio aussi qui soient forts. Et c'est le sens de ce que je vais essayer de développer tout à l'heure. Merci beaucoup. Je ne vais pas rajouter énormément de choses, sauf peut-être pour aller filer la métaphore, ou plutôt la comparaison avec ce qu'a dit Sybille Veil sur les voitures. Pour ce qui est de Delphine Ernotte, enfin de France Télévisions et d'Arte, nous, l'enjeu, il est sur les télécommandes. C'est-à-dire, il peut nous arriver la même chose sur les télécommandes que ce qui peut arriver à Sybille Veil dans les voitures. C'est-à-dire que des accords particuliers qui peuvent être passés entre constructeurs et grandes plateformes mondiales qui ont évidemment des forces de frappe financières, elles font déjà apparaître souvent le bouton Netflix. Elles risquent d'arriver à un moment donné où on aura d'abord des boutons de plateforme, comme un magasin d'applications, et puis la numérotation sera à trouver de façon beaucoup plus difficile. Donc on en revient à l'économie de l'accès, de la découvrabilité, qui est importante. Donc juste, moi je suis assez, enfin pas assez d'ailleurs, je suis totalement en écho de ce qui vient d'être dit. TF1, M6
Moi, j'ai pas à donner d'avis. On voit bien ce que ça peut donner en économie d'échelle. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner en termes d'effet de réseau ou de position par rapport aux plateformes. Et c'est vrai que pour un média comme Arte, s'il y a des règles du jeu telles que les a définies Delphine Ernotte, qui sont là de façon à éviter les effets d'éviction, nous n'y voyons pas véritablement de conséquences assez lourdes. Aujourd'hui, au jour le jour, je vais vous raconter hélas la même histoire que les deux présidentes de France Télévisions et de Radio France. Si je regarde les talents, c'est-à-dire les salariés d'Arte qui à un moment donné ont quitté Arte, c'était entre guillemets chassé, comme on dit, entre guillemets, par des plateformes, en l'occurrence américaines, et non pas par TF1 ou M6 ou un acteur du privé. Si je regarde les concerts, là aussi, que nous voulions, avec lesquels nous avions des accords, où les évictions, ce sont les mêmes. Les lutte sur non pas seulement les droits de fiction, mais sur les liens avec les auteurs, les liens avec les créateurs. On voit bien que là, c'est cette asymétrie-là qui pèse. Vous me pardonnerez cette image que j'utilise parfois. On a parfois l'impression d'être, comme on dirait en football, le centre de formation. Et quand on fait éclore un talent, il va, la plupart du temps, aujourd'hui, on a la crainte qu'il aille vers les plateformes. Donc cette asymétrie-là, on la vit chaque jour. Cette concurrence-là, on la vit chaque jour. En revanche, la position concurrentielle de ce qui serait un TF1 M6 consolidé ne nous apparaît pas clairement. Une dernière chose, n'imaginons pas non plus que si le service public ne peut pas à un moment donné, et là je reviens sur ce qu'ont dit Delphine Ernotte et Sybille Veil, si nous ne pouvons pas être présents nous aussi dans l'usage de la plateformisation, des podcasts ou autres, n'imaginons pas que le service public restera dans son rang. D'abord parce que les plateformes, petit à petit, aujourd'hui on fait la différence entre ce qui est linéaire et ce qui est non linéaire. On voit bien que dans le domaine de la vidéo, on voit se développer chez les plateformes la synchronicité, les offres synchrones. Donc ça a commencé par des possibilités technologiques. Regarder ensemble la série qu'on a décidé d'attendre, donc c'est l'application Party Watching ou Watch et Netflix, et puis ça arrive très logiquement vers une deuxième chose qui sont les grands moments de synchronicité ou synchronisation sociale que sont les événements sportifs. Et donc ils ne vont pas créer du live en permanence, mais les grands moments de synchronisation auront lieu aussi sur les plateformes. Et donc si on ne permet pas à un moment donné au service public de rentrer à la fois par la régulation et par, j'allais dire, une capacité d'investissement technologique de rentrer dans cet usage-là, eh bien, on va devenir seulement des médias d'habitude pour un public vieillissant. Or, tous nos contenus, les gens que l'on découvre, que l'on fait travailler, nous montrent que si on s'accole aux bons usages, on est parfaitement reçu par les publics les plus jeunes. Et moi, j'insiste, et je finis par là. Je peux évidemment, il en serait de même pour France Télévisions et Radio France, mais pour Arte, notre grande surprise ces dernières années, c'est d'être devenu un média jeune, vraiment, chez les lycéens et les collégiens, pas seulement sur des programmes un peu activistes et engagés, mais aussi sur des grandes séries documentaires, géopolitiques, sciences, historiques. Et ça, c'est parce qu'on colle à leurs usages. Je vais pas vous mentir, à 20h40 devant l'écran de télévision, ils ne sont pas là. Mais en revanche, ils sont là sur les chaînes YouTube ou sur la plateforme arte.tv. Donc il faut nous laisser cette possibilité de faire. Monsieur le Président, une illustration, effectivement, c'est un des vrais atouts du service public aujourd'hui, de rester très innovant et de prendre des risques sur des formats et sur aussi des partis pris technologiques. Les risques sur les formats, je vais prendre une illustration. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de radio dédiée aux enfants pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de marché pour ça. La publicité, la mesure de l'audience de la radio se fait à partir de 12 ans, il n'y a pas de marché publicitaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand nous avons commencé à lancer des podcasts pour enfants, nous avons été les premiers précurseurs parce que justement, il n'y a pas de rentabilité de modèle économique. Et c'est cette capacité à innover, à créer une offre nouvelle, vient du fait que nous sommes un acteur qui répond avant tout à un souci d'intérêt général, d'utilité, avant un souci de rentabilité. Et donc nous avons développé à partir de 2019 des podcasts pour enfants, dont l'écoute s'est fortement accrue
en 2020, évidemment poussée par les successions de confinement et la demande des parents d'avoir une alternative aux écrans avec des contenus 100% audio qui soient des contenus divertissants et pédagogiques intelligents. Voilà, ça répond à une vraie demande. Il y avait une demande très forte compte tenu de la forte croissance de ces écoutes-là qui dépassent aujourd'hui quasiment les 50 millions d'écoutes depuis leur lancement. Donc c'est un succès qui est absolument considérable et qui montre qu'il y avait un besoin qui n'était pas rempli. Et notre capacité à innover, justement, nous a permis d'aller vers ce segment-là. Voilà. Oui, donc si je résume un peu, vous regardez d'un œil pas effrayé cette possible fusion parce que l'argument principal, même s'il concerne moins Radio France, mais quand même, c'est que vous avez besoin d'un secteur fort, sain, parce que une baisse d'audience, de qualité, un déclin de ce qui sont même vos concurrents, entraînerait tout le monde dans le déclin, si je résume. Bien. Enfin, vous gardez de nous dire que TF1 se porte mal et M6 se porte mal. Pour l'instant, personne n'a mis un diagnostic sur le fait que TF1 et M6 se portaient mal. Il y en a qui se portent très mal, qui vont se porter encore beaucoup plus mal d'ailleurs, après ça. Par contre là, bon, donc on verra, et si vous avez d'ailleurs des éléments, mais on les demandera à TF1 M6 de nous les apporter sur leur santé économique, etc. Alors, maintenant, des questions à chacune. Madame Ernotte, vous avez été un peu mise, malgré vous, au cœur d'une tempête. Le 5 décembre 2017, lors d'une réunion avec les députés de La République En Marche et du MoDem, membres de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Emmanuel Macron aurait déclaré, mais ça a été filmé, « L'audiovisuel public, c'est une honte pour nos concitoyens, c'est une honte en termes de gouvernance, c'est une honte en ce que j'ai pu voir ces dernières semaines de l'attitude des dirigeants. » En l'occurrence, vous en étiez. Est-ce que vous avez, à ce moment-là, considéré que c'était une pression du pouvoir politique? On a parlé avec les autres patrons de l'audiovisuel qu'on a auditionnés, en tous les cas patrons de groupe, des pressions possibles de milieu économique sur les médias. Là, on sait très bien que vous pouvez, vous, subir deux types de pressions. Des pressions du pouvoir politique avec lequel il y a forcément un lien parce que les processus de nomination et ensuite la dépendance en termes de négociation, de contrats, d'objectifs et de moyens et de budget alloué à l'audiovisuel public chaque année est un élément de lien indéniable. D'ailleurs, on n'a pas enlevé cette expression folle pour commencer même à combattre cette idée, qui est que on dit le ministère de tutelle. La tutelle. C'est-à-dire qu'on parle de la tutelle pour l'audiovisuel public quand on parle de l'État. Donc il y a un lien. Voilà, indépendamment de la nature obligée du lien par le financement, en général, ce qui est demandé, c'est pas d'intervention. Et donc, à ce moment-là, est-ce que vous avez vécu ça comme une intervention, une pression, d'autant que derrière, il y a eu une renégociation très forte à la baisse du budget. Vous n'étiez pas très favorable, c'était de notoriété publique. Et ensuite, sur le fait que, quand il a fallu accepter, ce soit sur des magazines à ce moment-là d'investigation et d'enquête que l'économie a été envisagée. Pouvez-vous me raconter ce moment, comment vous l'avez vécu, pression par pression, et en général, quel est votre regard sur les pressions du pouvoir politique en place? Alors, monsieur le rapporteur, je vais répondre beaucoup plus largement en fait. J'ai prêté serment, donc je pense que c'est très très important ce que je vais vous dire, et je suis très affirmative. Ça fait 6 ans et demi que je suis présidente de France Télévisions. Est-ce que j'ai subi à un quelconque moment une pression
pour ne pas diffuser ou pour intervenir sur une ligne éditoriale quelconque, que ce soit du précédent gouvernement sous la présidence de François Hollande ou l'actuel gouvernement sous la présidence d'Emmanuel Macron, la réponse est non. Non. Et j'estime qu'on a énormément de chance en France, parce qu'effectivement, nous avons un audiovisuel public libre et indépendant. Et je vous renvoie à la programmation de nos magazines d'investigation, monsieur le rapporteur. Vous me direz si vous estimez qu'ils sont particulièrement d'un côté ou particulièrement de l'autre. Je peux vous dire que moi, je veille à ce que la rédaction, ou les rédactions, puisqu'il y a la rédaction nationale, les rédactions en région et outre-mer, puissent travailler en toute indépendance. Alors oui, on a réduit les budgets on a beaucoup baissé les effectifs à France Télévisions. Hein. En 10 ans, on aura baissé les effectifs de 20%. Alors oui, l'information a été concernée, et oui, ça a pu être un peu utilisé, ce présupposé de pression politique pour défendre un budget un peu à la baisse. Oui, ça a été utilisé. Est-ce que pour autant l'investigation se porte mal au sein du service public? Non, elle se porte extrêmement bien. Elle est identifiée, elle a des cases qui sont bien présentes, qui progressent d'ailleurs. Donc voilà. Donc à la réponse, est-ce que vous vous êtes senti en 6 ans et demi, hein, donc longue expérience quand même, à un quelconque moment sous pression politique? Je le redis ici, la réponse est non. Et alors, le deuxième type de pression que d'ailleurs on a évoqué à travers d'autres auditions, c'est des pressions de puissance économique sur la publicité, notamment le chantage à la publicité. Vous savez notamment cette affaire où Vincent Bolloré a demandé 50 millions à France Télévisions pour avoir diffusé un documentaire qui ne lui plaisait pas. Et finalement, les jugements ont condamné Vincent Bolloré lui-même à donner 10 000 euros pour procédure abusive. Est-ce que vous pouvez nous dire que ça a bien existé, ce type de pression, y compris en termes comment dire, de procédure bâillon pour faire peur et empêcher de travailler sur certains sujets parce que les risques encourus ensuite en justice peuvent être dramatiques pour le diffuseur ou le producteur, ou alors d'autres pressions qui sont sur le marché publicitaire, c'est-à-dire de ne plus vous donner de publicité si vous faites ceci ou cela. Est-ce que vous avez vécu ça dans votre mandat? Alors, est-ce que j'ai été en effet convoqué au tribunal pour avoir diffusé un reportage qui ne convenait pas à certaines personnes? Oui. J'ai plus, monsieur Assouline, j'ai plus de 30 mises en examen pour diffamation, etc. Mais je dirais c'est mon rôle. Et est-ce que ça m'empêche de diffuser ou est-ce que ça m'empêche de continuer à travailler? D'aucune manière. Vous savez, les directeurs de publication ont tous l'habitude de ça. C'est vrai dans la presse, c'est vrai à la télévision, c'est vrai à la radio. On connaît ces méthodes-là. Est-ce que ça nous influence? Non, on est suffisamment solide sur nos missions, confortés dans notre rôle auprès de nos concitoyens pour ne pas bouger d'un iota dans ces cas-là. Donc bien sûr qu'il y en a toujours des pressions. Est-ce que pour autant je me sens en difficulté pour garantir l'indépendance du service public vis-à-vis des pouvoirs privés? La réponse est non. Je ne me sens pas en difficulté. Bien. Comme mes collègues vont poser d'autres questions, on pourra revenir là-dessus, parce que ma question n'est pas si vous cédez, mais si vous vous souvenez de moments où on a supprimé de la publicité pour faire pression sur vous. C'est pas vous qui êtes en question je vous demande de nous raconter quel type de pression vous subissez, et notamment si une de ce type a eu lieu. Voilà, si vous pouvez nous répondre plus tard dans l'audition, c'était ça ma question concrète, pas est-ce que vous cédez vous-même à ces pressions. Madame Veil, vous avez souvent dans le service public qui est attaqué, comme ça a été rappelé, de façon publique, de façon beaucoup plus forte qu'à une certaine époque,
moi, je sais très bien, par exemple, ce que je subis, et j'aimerais avoir votre réflexion là-dessus. Quand j'auditionne le directeur de la rédaction de CNews ou M. Bolloré, ce qui inonde mon compte Twitter de trolls par centaines, c'est vous n'oseriez pas demander au service public ou à Radio France ce que vous demandez à M. Vincent Bolloré, alors qu'ils sont une officine de la gauche ou d'idées très marquées. En gros, vous avez été mis en accusation sur le pluralisme et sur la nature même du côté pluraliste de votre radio. Bien entendu, je ne partage pas ces propos, mais je veux vous demander de nous dire le plus précisément possible comment s'organise le pluralisme et la diversité sur le service public, peut-être pour rappeler quelques vérités et ne pas être dans un débat, disons, où les faits sont malmenés au profit juste de volonté de discrédit. Donc, qu'est-ce que vous nous répondez à cette accusation et comment vous l'étayez? Comment s'organise le pluralisme, la diversité d'une radio qui est la première radio de France aujourd'hui, il faut le rappeler, et probablement parce qu'elle plaît et parce qu'elle a trouvé un public important. Alors, sur cette question sur laquelle je me suis prononcée dans une tribune dans le Figaro il y a quelques mois, parce qu'effectivement, nous avions de manière récurrente la critique que vous venez d'être exprimée, qui était exprimée, et je pense que ce n'est pas du tout le rôle du service public de rentrer dans la mêlée, mais de donner la preuve, en revanche, du respect du principe de pluralisme strict qui est respecté sur nos antennes, de la qualité aussi des contenus qui permettent de ne pas contribuer à dégrader le débat public, mais au contraire à l'enrichir et faire qu'il se porte bien. Et ça repose sur des règles internes et une culture d'entreprise très ancienne. Nous avons un certain nombre de codes de principes relatifs à l'information qui sont respectés par toutes nos chaînes. On en a fait approuver un par l'ensemble de nos rédactions il y a 2 ans, dans le contexte justement où de plus en plus les questions du rôle de nos rédactions sont mises en avant. On a également ajouté à ce dispositif un guide des bonnes pratiques à l'usage des réseaux sociaux qui permet aussi de définir des règles qui protègent nos journalistes contre ce que vous décrivez, c'est-à-dire des attaques qui vont aussi bien dans un sens que dans un autre. Et la meilleure preuve que quelque part nous sommes sur une ligne d'équilibre et une ligne qui rassemble aussi le plus grand nombre de Français, c'est que non seulement nos audiences augmentent, donc ça veut dire que nous ne restons pas sur simplement une position qui serait une position qui ne conviendrait qu'à une partie des Français, mais surtout que on le fait dans des conditions où on essaie de participer le plus possible à la qualité du débat public. Je dois dire qu'en tant que présidente de Radio France, ma première mission, c'est de préserver l'indépendance de mes rédactions contre toute tentative d'influence extérieure. Et je rejoins les propos de Delphine Ernotte pour dire que j'ai pu voir, depuis que je suis à la tête de Radio France, à quel point cette indépendance des médias publics est rentrée dans les esprits aujourd'hui de tous les responsables politiques, parce que jamais, à aucun moment, je n'ai eu à faire face à une quelconque tentative d'influence. À aucun moment. Malgré les soupçons qui peuvent parfois être rappelés et dont certaines des remarques que vous évoquiez, auxquelles elles peuvent faire écho. Je n'ai jamais eu à faire face à une quelconque tentative d'influence. Donc cette indépendance est réelle, elle est ancrée dans les rédactions, et elle se manifeste par le pluralisme et la très grande diversité des opinions qui sont représentées. Je pense que les critiques auxquelles on fait face aujourd'hui et que vous décrivez, et qui sont le reflet d'une violence extrême sur les réseaux sociaux, tiennent justement au fonctionnement de ces réseaux que Bruno Patino a très bien décrit dans 2 ouvrages que nous connaissons tous,
qui font référence aujourd'hui, à savoir le fait que nous sommes enfermés dans des bulles cognitives et que nous n'avons plus l'habitude d'être confrontés à l'altérité. Et que justement, le rôle du service public, c'est de mener le débat le plus large pour faire se confronter des points de vue différents. C'est ça aussi qui suscite parfois la compréhension possible, et le fait qu'on ait autant de messages qui critiquent le fait qu'on soutiendra le gouvernement que de messages qui disent que on est au contraire en soutien plutôt de tel type d'idée ou tel autre, montre qu'on arrive à une ligne d'équilibre générale qui nous permet d'essayer de participer au débat de la manière la plus large, la plus ouverte, en respectant toujours le principe de la liberté d'expression et de la pluralité aussi des opinions et des points de vue. Donc c'est ça qui est le cœur de notre travail, et je pense que c'est ça aussi qui explique les succès de nos antennes et qui nous permet de fédérer de la manière la plus large possible. Michel Laugier. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, depuis le début de nos auditions, pas de session d'aujourd'hui, on constate, et ça se voit encore aujourd'hui, que le monde des médias est en pleine évolution. Les usages aussi, vous en avez parlé, et on doit s'adapter. Et c'est vrai que les problématiques sont multiples. Lorsqu'on doit être à la tête de tous ces médias, c'est premièrement la capacité à investir, et vous l'avez dit, Sylvie Veil, à plusieurs reprises, et surtout vers l'innovation. Il y a aussi le problème de la publicité, parce que même si c'est moins évident sur des chaînes publiques, la publicité reste quand même un élément essentiel. Et monsieur aussi, vous l'avez signalé, ce sont les abonnements pour tout ce qui est payant. Et puis la question de l'indépendance des rédactions est toujours là, vous venez de vous exprimer, mais je vais demander quelque chose d'un petit peu plus précis. La concurrence, c'est très bien, la concurrence entre les grands groupes, la concurrence avec les grandes plateformes internationales, mais finalement, on parle de beaucoup de choses et on oublie la cible. La cible, quand même, c'est le public. C'est le public. Et une radio doit être écoutée, une télévision doit être vue, un journal doit être lu. Et je pense que ce qui fait la différence ensuite, eh bien, ce sont les auditeurs, les téléspectateurs et les lecteurs. Et d'ailleurs, vous le prouvez. On parle de grands groupes qui détiennent de nombreux médias, et quand on voit les audiences, on voit que c'est loin des résultats qu'ils avaient espérés dans un premier temps. Donc on voit bien que même avec beaucoup de moyens, on n'atteint pas forcément sa cible si on ne vise pas un public. Alors, juste deux précisions dans mes questions. Ma première question, on a parlé donc de la constitution actuelle et à venir de grands groupes. Est-ce que pour vous, c'est inéluctable ? Est-ce que c'est quelque chose qui va apporter un plus à l'audiovisuel public français ? Ou est-ce que vous pensez qu'on va se retrouver finalement tout petit par rapport aux autres si jamais on ne va pas vers cette cible-là ? La deuxième question, c'est toujours sur l'indépendance des journalistes. Je voulais savoir, quel regard vous avez ? Est-ce que vous pensez que c'est dans le service public que l'indépendance des journalistes est le mieux maîtrisée ? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi, parce que c'est bien beau d'avoir une indépendance, mais sur quels critères sont recrutés les journalistes ? Merci. Qui veut répondre ? Chacun peut répondre, ce que vous voulez, mais... Oui. Première question porte sur... pardon, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, sur audience versus... Ah oui, qu'est-ce que ça va ? Oui, voilà. Oui, alors, moi, je voulais vous répondre en vous disant qu'en fait, on est, comme souvent dans l'audiovisuel, d'ailleurs, en France, très, très concentré sur les acteurs français. Mais ce qu'on vous dit depuis le début, c'est que notre problème, ce n'est pas les acteurs français, en fait. C'est les quasi-monopoles, oligopoles américains. Donc, on peut disserter sur le fait qu'il faudrait plus ou moins d'acteurs en France, mais notre sujet, c'est qu'on a besoin de s'armer face à ces oligopoles américains et peut-être demain d'autres nationalités. C'est ça notre sujet principal. Est-ce que la fusion TF1-M6 va aider dans la... J'en sais rien, en fait. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas sans doute le plus important. Le plus important pour
lutter contre ces acteurs-là, c'est d'appuyer sur ce qui font de nos forces. Et quelles sont nos forces et qui sont difficiles à le reproduire? D'abord, il y a l'information. Parce que l'information, elle ne se fait pas depuis la côte ouest. On peut dire ce qu'on veut, mais il faut des équipes, des journalistes qui sont sur le terrain. Donc ça, et d'ailleurs c'est central dans les offres de service public, c'est absolument déterminant. Deuxièmement, et donc pour répondre à la question des journalistes, on travaille avec les écoles de journalisme en France. On s'ouvre d'ailleurs, on essaie de recruter dans tous les milieux sociaux, parce que ça fait partie aussi de nos missions de service public que d'avoir au sein de nos rédactions la représentation de la société française dans l'ensemble. Donc rien que de très traditionnel, on passe par les écoles de journalisme en France. Donc l'information, bien sûr, c'est central. Tout ce qui touche à la proximité, ce qui requiert de la présence sur place, et pas que l'information, c'est ce que nous avons mis en chantier avec ma collègue Sybille Veil sur l'offre numérique de proximité. Là, qui va faire ça? Sur la culture, parce que, pardon, mais qui peut être aussi pertinent que nous le sommes sur l'exposition de spectacles vivants? Bruno en parlerait fort bien, mais qui a fait Culture Box pendant le confinement? Qui a fait Culture Prime, et c'est une œuvre commune pour rendre accessible la culture sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est nous, donc ce sont nos spécificités. Et qui investit dans la création française? C'est encore massivement le service public. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie, et évidemment faire évoluer la façon dont on parle, on converse avec nos publics. Le temps où on mettait on air et on attendait que ça se passe est révolu. On sait que maintenant, il faut être en conversation avec nos publics. D'ailleurs, si vous regardez sur l'application de France Info, vous verrez que tout le monde peut nous poser une question, il y a un journaliste qui va répondre. Cette conversation-là, elle est très importante. Et aussi être capable, comme le disait très justement Bruno, de faire découvrir, c'est-à-dire d'avoir à la fois cette relation avec tous et en même temps une relation particulière avec chacun. Ça, c'est de la technologie, en effet. C'est de l'investissement technologique. C'est aussi une forme de savoir-faire qu'on acquiert et qui est absolument nécessaire et pour lesquels on est, de manière générale, en France comme en Europe, pas en avance par rapport aux acteurs américains. C'est vrai dans l'audiovisuel comme c'est vrai dans d'autres secteurs. Regardez Amazon versus le reste du monde. Juste en complément de ce qui vient d'être dit, je pense que on est tous focalisés sur la taille, alors que ce qu'on vit, c'est l'étendue. C'est-à-dire l'important, c'est pas d'être gros ou petit, c'est de savoir si vous pouvez être mondial, local ou multilocal, si j'ose dire. Et je pense que c'est là où se structure le marché qui arrive. Et donc, je crois pas du tout qu'on va se confronter à un modèle où il y aura que des géants. Mais le questionnement, c'est de savoir s'il y a encore une place pour des modèles qui sont uniquement locaux ou uniquement nationaux. Mais qui peuvent être petits. Vous pouvez être tout à fait petit et mondial, paradoxalement, ou énorme et national. Ce que je veux dire que là, je crois que les frontières, vraiment, c'est sur l'étendue. Nous, Arte, on essaye d'être européens. Ça ne veut pas dire qu'on essaye d'être gros. Souvent, on dit ça. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais dit on va faire le Netflix européen. Je suis pas... Je suis encore raisonnable, en tout cas je le crois, mais je pense qu'on peut être européen, c'est-à-dire que notre étendue, elle peut être européenne, on a des droits européens, etc. Mais je ne pense pas que nous allons être gros, mais je pense qu'on peut être pertinent. Et donc il y a des marchés aujourd'hui où on peut être pertinent sans pour autant être gros. Mais la question, c'est effectivement de bien déterminer quelle est l'étendue géographique qui est la sienne. Aujourd'hui, on est tous, j'allais dire, aveuglés par la taille des acteurs mondiaux, parce qu'ils sont énormes et mondiaux. On voit poindre maintenant des acteurs qui sont mondiaux, mais pas forcément grands. La réponse à un acteur mondial et grand n'est pas forcément un acteur national énorme. Il se peut qu'il y en ait, mais on voit bien que le marché va être à la fois sur la pertinence et sur la taille. Mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête, c'est-à-dire le questionnement, ce qu'on essaye aussi tous de défendre, c'est le fait qu'il peut y avoir des offres quand même qui soient de proximité, que cette proximité soit locale, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit européenne. Peut-être sur l'autre question qui portait sur l'indépendance. Moi, je suis convaincu que l'indépendance repose à la fois sur une culture d'entreprise, qui repose sur les principes d'organisation du travail des rédactions et sur des principes structurels.
dans le service public, ça repose notamment sur le mode de nomination des présidents qui fait intervenir une autorité administrative indépendante, et ça repose aussi sur le mode de financement. Le fait d'avoir une taxe qui soit une taxe affectée au financement de l'audiovisuel public est aussi une garantie de financement, parce que la manière dont on est financé et le dialogue qu'on a et qui passe par l'intermédiaire du législateur pour arrêter ce qui constitue nos moyens est un élément aussi de notre indépendance. Et d'ailleurs, par rapport à la question que monsieur le rapporteur posait, ce n'est pas anodin qu'il y ait autant de critiques qui se soient développées ces derniers mois de manière très démagogique à un moment donné où la question du financement de l'audiovisuel public va être posée. Et il ne faut pas être dupe, en tout cas on n'est absolument pas dupe sur le fait que ces critiques, d'ailleurs, ont augmenté à mesure que nos audiences progressaient aussi. Donc c'est quelque chose qui, évidemment, doit être regardé pour ce qu'il signifie. Enfin, je dirais de manière assez nette à la critique qui peut être faite par certains, qui peut croire qu'un groupe de radio qui réunit chaque jour 15,5 millions d'auditeurs réunissent des gens qui pensent tous dans le même sens et la même chose. Donc oui, nous sommes un groupe qui rassemble un nombre très important de Français. Au fur et à mesure de ces succès, on voit bien que les critiques aussi se sont développées et ont été repris dans le cadre de débats politiques qui ont précédé le démarrage de la campagne présidentielle et qui ont instrumentalisé beaucoup la question de l'audiovisuel public. On va poursuivre jusqu'à 17h15, donc on a encore un peu de temps, mais je vais vous demander quand même d'être bref dans vos questions pour que vous puissiez d'abord tous les poser. Sylvie Robert. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je vais essayer d'être brève. Il y a beaucoup de questions qui ont déjà été posées. D'abord, moi, je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs, pour vos propos. Je suis intimement persuadée qu'un service public fort est gage d'une vitalité démocratique. Et ça, c'est absolument important à préserver. Et vous avez parlé de qualité de l'information. Je trouve que dans une commission d'enquête comme la nôtre, on se doit de parler de la qualité de l'information, où on est plus dans le commentaire aujourd'hui, mais quand vous parlez effectivement de journalisme, d'investigation, je pense que c'est extrêmement important parce que tout part de là. Et je crois que c'est aussi la qualité d'un service public. Et vraiment pour cela, je voudrais vous en remercier parce que derrière, il y a un autre mot que vous avez prononcé, l'un de vous, c'est la confiance. Je crois aussi que c'est une question démocratique et que tout ça, démocratie, confiance, qualité de l'information, sont pour moi en tout cas des conditions à réunir pour continuer à en tout cas garantir ce service public. Alors je vais essayer de pousser un petit peu plus loin. J'étais très intéressée par vos propos, Madame Ernotte, parce que je m'interrogeais comme rapporteur sur le fait que vous ayez dit que finalement la fusion M6-TF1 n'était pas un problème en soi, hein, je résume. D'abord, ça n'était pas pour contrer les plateformes, mais c'était finalement une forme d'émulation à créer dans notre pays pour que, parce qu'il y a un service de l'audiovisuel, eh ben, finalement, le fait de cette concentration pourrait ne pas être un problème pour le service public. Est-ce que vous pensez cependant que les conditions sont réunies pour que cette émulation existe vraiment? Alors, je ne vais pas revenir sur la question du financement, mais j'étais très intéressée parce que c'est une dimension qu'on a peu abordée dans cette commission d'enquête. Vous avez beaucoup parlé de questions de l'innovation, de technologie, d'anticipation sur les usages. Et ça, je pense que cette question de souveraineté technologique dans l'innovation est un point important. Et je voudrais savoir, dans les conditions à réunir pour que cette émulation, si ça existe vraiment, si c'est une de vos priorités ou s'il y en a d'autres. En d'autres termes, est-ce que dans vos priorités, en termes de stratégie, pour que vous puissiez être en capacité d'être dans un paysage, dans un écosystème qui soit véritablement, on va dire, dynamique, si cette concentration existe,
Est-ce que pour vous, cette priorité est liée aux questions d'innovation et de technologie, ou est-ce que c'est une question de financement ou autre? Alors, je ne vous demande pas de dire il faut, j'ai compris, hein, mais je me pose cette question, parce que je suis comme vous persuadée que ça n'a pas beaucoup d'effet pour contrer les grandes plateformes. Et puis enfin, ma deuxième question, j'ai écouté M. Patino, c'est aussi très intéressant parce que vous venez de dire l'important c'est l'étendue et non pas le... Alors, est-ce que ça voudrait dire que la question de la proximité, la question de l'organisation même de notre paysage pourrait plus se fonder sur une diversité? C'est un mot que vous n'avez pas beaucoup employé. J'ai entendu information, proximité, culture. Moi, je mets le mot diversité. Et que finalement, dans le paysage, moi je suis en Bretagne, il y a une télé locale qui est très, voilà, en tout cas dynamique. Il y a des rapprochements, France 3. Est-ce que c'est vers ces modèles-là, peut-être, alors là, plus de déconcentration aussi, plus alors, les lenders travaillent différemment, mais dans notre pays, est-ce qu'on pourrait imaginer une forme de gouvernance beaucoup plus déconcentrée, beaucoup plus proche des citoyens? Et je m'arrête là, Monsieur le Président. Ça aussi, je pense que dans la relation aux citoyens, ce sont des orientations et des dimensions qu'il faut prendre en compte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Merci. Alors, pour répondre à votre question, oui, vous avez raison. Dans notre monde de transformation digitale, l'innovation et la techno sont assez centrales. Parce que d'abord, la révolution technologique n'est pas finie. On voit, par exemple, ce qui est en train de se passer sur le métaverse, c'est-à-dire le passage en 3 dimensions de l'Internet, hein, le fait de vivre quasiment, de ressentir un nouvel univers, le fait que des géants de la tech investissent des milliards dans ces nouvelles technologies. Je pense que là, sur ce champ... Enfin, moi, mon opinion, c'est qu'on a raté l'Internet 2D. Hein, donc, il faudrait essayer peut-être de prendre pied sur l'Internet 3D. Donc, ça, c'est un champ nouveau dans lequel, d'ailleurs, en France, on a un certain nombre de compétences. Typiquement, on a des grandes compétences en jeux vidéo, on a des grandes compétences en animation. Voilà, donc il y a peut-être matière là à... au-delà de l'innovation technologique dont on a besoin dans nos relations avec nos concitoyens, nos téléspectateurs, il y a tout un champ de prospective que nous menons d'ailleurs, parce que l'innovation ne s'arrête pas là où nous en sommes aujourd'hui. Donc ce champ-là, il est très très important. Et je fais le lien quand même avec le financement, parce que l'innovation, c'est de l'investissement en réalité. Donc ça demande des moyens. Pour pouvoir justement investir. Parfois, on investit sur un champ et on se rend compte qu'il ne débouche pas vraiment sur quelque chose. C'est presque un peu parfois expérimental, pas toujours heureusement, mais oui. Et puis, il y a la 5G. Hein. Quelle est la place des contenus de l'audiovisuel public dans la 5G demain? On en parlait sur les voitures. On sait que ça peut permettre de mettre des voitures en communication permanente. Donc voilà, quelle est notre place dans ce nouvel écosystème? Ça, c'est des questions qui restent ouvertes et qui sont assez fondamentales. Je suis d'accord avec vous. Sur la question des médias locaux et d'une plus forte déconcentration, c'est ce qu'on essaie de faire en réalité. Alors, on adorerait pousser jusqu'à l'organisation des Allemands, mais je vous rappelle que pour ce faire, la dotation est 2 fois plus importante en Allemagne qu'elle ne l'est en France, et je ne suis pas sûre qu'on ait envie de revenir à des chaînes totalement locales, en réalité. Hein. Mais néanmoins, et on s'est lancé avec France 3 dans une régionalisation assez forte, qui se traduit par des programmes beaucoup plus ancrés localement, des retransmissions sportives, des retransmissions d'événements culturels, une place de l'information qui s'est accrue autour des gros carrefours très très forts en audience, les matinales communes avec Radio France. Voilà, tout un champ de réancrage au plus près des gens pour les chaînes de la télévision. Et nous avons un projet sur lequel nous travaillons ardemment avec Sybille, qui est de faire un numérique où là, on est complètement orienté autour des
autour des zones de vie des gens, parce que le local ne correspond ni à la région, ni au département, ni même parfois à la municipalité quand elle est très très grande. Mais ça peut être le quartier, vraiment ce que les gens considèrent comme étant leur zone de vie, là où ils circulent. Et grâce au numérique et au fait qu'on peut automatiquement aller chercher les contenus qui concernent une zone de vie donnée, on va essayer de proposer un numérique très très innovant, où justement on va se concentrer autour de là ou des zones de vie, parce qu'on peut en avoir plusieurs. On peut avoir le lieu où on est né et où on a encore des attaches familiales, et puis le lieu où on vit qui est différent. Et donc on travaille ardemment à cette question de la proximité, parce qu'on voit que c'est une vraie attente des gens, en fait, qui est plutôt en train d'augmenter. Plus le monde devient complexe, plus on a envie aussi de se réancrer localement, d'avoir ses repères proches de chez soi. Donc là-dessus, je pense qu'on a un vrai avantage compétitif et concurrentiel qu'on entend bien mettre à profit pour mieux servir nos concitoyens. Peut-être sur le début de votre propos, je pense que fondamentalement le rôle du service public, outre le fait de fédérer très largement par ses contenus, non pas de faire des choses différentes des acteurs privés, mais de les faire différemment. Son rôle, c'est aussi d'avoir un effet d'entraînement positif sur le secteur dans lequel nous intervenons. Et je pense que c'est vraiment ce que l'on essaie de faire dans le secteur de la radio et de l'audio. On s'est battu pour que le DAB+ puisse se développer en France. On essaie aussi sur tout ce qui est droit d'auteur, droit voisin, d'avoir une action qui soit aussi une action un peu précurseur, en concluant des accords avec les organismes de gestion de droits, en faisant en sorte que le respect de ces accords soit des conditions à la reprise de nos contenus par les plateformes qui veulent les distribuer. Donc ça fait partie des missions du service public d'avoir un effet positif et entraînant sur son secteur. Et c'est vraiment ce à quoi on s'efforce d'être à la hauteur aussi de cette mission-là, qui est un rôle aussi d'entraînement pour le secteur dans son ensemble. Jean-Raymond Hugonet. Merci, Président. Avec la concentration, on a là le mot phare de la thématique de cette commission, que je rappelle quand même, mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration dans une démocratie. Donc, la concentration, c'est un phénomène vieux comme le monde. Je ne vais pas remonter à Robert Hersant, Serge Dassault, pardon. Voilà, donc c'est un petit peu un serpent de mer que nous avons. Et au moins sur les deux questions qui sont là, ou en tout cas les deux axes, vous avez quasiment à l'unisson répondu pour le premier. Et ça tend à accréditer d'ailleurs ce que disait M. Evenot, grand spécialiste du sujet, il n'y a pas si longtemps, historien des médias. Et à savoir que, si je dois résumer, la concentration a plus à voir avec l'économique et le pluralisme, lui, avec la démocratie. Et par rapport à ça, il y a quelque chose, juste avant les deux questions qui sont très rapides, Monsieur le Président, il y a quelque chose d'assez salutaire d'entendre des responsables du service public employer les mots, effectivement, de pluralisme, de qualité, de performance, de résistance aux plateformes et d'innovation. Le tout au service d'une diversité culturelle. Ça nous va bien, et je pense tous autant que nous sommes autour de cette table. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'au passage, nous sommes tous tributaires de quelque chose qui manque cruellement, c'est-à-dire une réforme de l'audiovisuel, puisque nous sommes toujours en attente, et nous sommes toujours avec une loi de 86 vieille comme le monde et qui sent un petit peu le formol. Et à la veille de la disparition de la contribution à l'audiovisuel public, qui vous intéresse, et nous aussi, sans qu'on sache d'ailleurs, sauf quelques aimables bricolages, ce que deviendra demain les ressources du service public. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Madame Ernotte, quelque chose également d'intéressant, qui est que nous avons une presse d'opinion en France. Elle est même financée. C'est-à-dire que les contribuables que nous sommes financent une presse d'opinion, y compris pour une opinion qui n'est pas forcément dans sa sensibilité. Nous l'acceptons encore,
parce que c'est un fondement légal. Et il est vieux, lui aussi, comme le monde. En revanche, tout à l'heure, et je tiens à préciser la comparaison, pour l'audiovisuel, c'est totalement différent. On considère les fréquences comme étant un bien public, et c'est les raisons pour lesquelles on attribue ces fréquences, et que l'on n'a donc pas un audiovisuel d'opinion. Il le devient, par la force des choses. Et même si les lois, les cahiers des charges et autres, on est très habile pour écrire dans notre pays, mais le résultat, c'est ce que l'on voit. C'est-à-dire, sans être taquin, ce que d'aucuns ont écrit dans des magazines connus, que, y compris le service public, était orienté politiquement. Encore une fois, ce n'est pas moi qui parle, c'est ce qui ressort d'articles particulièrement sérieux et de gens que l'on croise, parce qu'on vit tous dans la vraie vie et on croise des gens qui pensent que le service public, sans être sous la tutelle du président de la République, bien sûr, mais le fait, et c'était la question de mon collègue Michel Laugier et ami, dans le recrutement même des journalistes qui sont dans les antennes, si eux sont orientés, ce n'est pas leur hiérarchie qui va aller leur chercher des poux dans la tête. Tout ça pour dire que les médias d'opinion, par la force des choses, et puisque tout le monde pense à CNews, existent, qu'on le veuille ou non. Alors, où on veut les combattre, ce qui sera un combat d'arrière-garde, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui existera, quoi qu'il en soit, parce que ça le devient. Voilà. Est-ce qu'il ne convient pas, à ce moment-là, de dire ouvertement, parce que personne ne force personne, il n'y a pas la milice qui passe en rang par 4 dans la rue pour dire « vous allez regarder CNews, vous allez regarder France Info, vous allez regarder Tartampion ». Personne ne force. L'offre est sur la table, comme des journaux. Voilà. Je vais terminer un petit peu. Hein. Voilà. Donc, à partir de là, est-ce que vous pensez que le temps n'est pas venu de déboucher sur un audiovisuel d'opinion qui réglerait au moins une partie du sujet? Le tout dans la pluralité, bien évidemment. Parce que, quelles que soient les sensibilités politiques, il y a assez de personnes fortunées, l'histoire de notre pays l'a bien prouvé aussi, pour financer qui un média plutôt de sensibilité. Voilà. Vous m'avez compris. La deuxième et dernière question. Vous avez parlé d'Europe, chacun à votre façon, et je vous sais particulièrement attentif au sujet, et pour cause. Et je voulais savoir, Madame Ernotte, en tant que présidente depuis le 1er janvier 2021 de l'UER, comment vous perceviez ça et comment vous perceviez justement ce pluralisme et ce respect du pluralisme à l'aune de l'Europe et comment l'Europe pourrait peut-être intervenir ou pas, et si ça serait le bienvenu, y compris dans d'autres pays. Dans cette différence entre pluralisme et démocratie, j'ajoute pour finir que ce qu'a dit M. Patino, il l'avait dit déjà lors de son audition pour le projet de loi de finances, me paraît crucial, entre les réseaux et l'échelle. Et sur les petits, qui sont sur des marchés très précis, sur des savoir-faire très précis, de très haute qualité, et qui, eux, quoi qu'il se passe, s'en sortiront toujours. Et puis, puisque c'est vous avez employé, alors à dessein peut-être, je ne le sais pas, mais la métaphore des centres de formation de football, c'est exactement le même processus, et Dieu sait si ça nous tient en haleine en ce moment. Je commence par répondre. Madame Ernotte, peut-être. Oui, je vais répondre à la question directe de monsieur le sénateur Hugonnet sur l'UER et comment on voit cette question du pluralisme. Ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai le sentiment que la Commission européenne n'est plus du tout naïve dans cette guerre médiatique entre géants de la tech et médias nationaux. Donc ça, c'est déjà un point extrêmement positif. Et il y a deux actes qui ne nous concernent pas uniquement nous en tant que médias, mais qui sont absolument essentiels, dont un qui a été voté au Parlement, il me semble, dans les jours qui viennent de s'écouler, le Digital Service Act, et qui essaie d'établir, au fond, en ligne, les mêmes règles que celles qu'on applique dans la vie réelle, pour lutter contre la désinformation, la haine en ligne, etc. Et le DMA pour essayer de trouver
de faire que la place de marché sur Internet soit plus équilibrée et ne profite pas qu'aux énormes mastodontes et laisse une place aux plus petits acteurs locaux. Sur la question du pluralisme, et là pour l'instant rien n'est encore sur la table, mais j'ai entendu parler par le commissaire Breton notamment du Media Freedom Act qui viserait justement à poser un texte commun sur l'impératif de la liberté d'expression, du pluralisme, qui est une des composantes de la liberté d'expression en réalité en Europe. Donc il y a peut-être des choses qui sont en gestation et qui devraient déboucher, et je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'on voit qu'en Europe, en effet, nous on a ici indiqué qu'on se sentait libre et indépendant, c'est le cas d'énormément de pays en Europe. Il y en a d'autres qui se sentent menacés. Moi, je vois des collègues dans certains pays de l'Est qui, là, contrairement à nous, subissent des vraies pressions, des pressions très très fortes sur leur personne, sur leur famille, pour transformer le média public en média de propagande du gouvernement. Donc c'est un vrai combat pour la démocratie, en fait, que de combattre pour maintenir l'indépendance de la liberté d'expression en général et des services publics en particulier. Alors, Monsieur le sénateur, peut-être sur votre l'autre partie de votre question, effectivement, en France, on a l'habitude d'avoir une presse d'opinion qui est soit très forte et très répandue, mais je dirais que la grande différence, c'est que la presse, son achat, soit à l'unité, soit par abonnement, est payant. L'audiovisuel, c'est un accès qui est gratuit. Et donc, c'est une différence qui est absolument fondamentale. Et je pense qu'on perdrait beaucoup dans notre démocratie à avoir une twitterisation des médias audiovisuels publics, qui sont le premier accès gratuit à l'information pour beaucoup de nos compatriotes, premier accès gratuit à la culture aussi, et à du divertissement intelligent. Donc c'est important qu'il reste des espaces de débat qui soient les plus fédérateurs possibles. Et il faut que le contrat surtout soit clair. C'est-à-dire quand j'achète mon journal, je sais ce que j'achète. Le contrat de lecture est très clair. Il faut que quand on regarde sa chaîne de télévision, qu'on écoute la radio, il faut que le contrat soit aussi clair. Et aujourd'hui, nous avons des autorisations de fréquence, par exemple, pour faire de l'information. C'est ce qu'on fait sur France Info, pour la culture sur France Culture. Et c'est important que chacun reste dans ses missions et dans celles dans lesquelles il a été autorisé à utiliser ces fréquences pour avoir un accès qui soit un accès direct au public. Si je peux me permettre, Madame la Présidente, il n'est pas gratuit. La publicité, vous parlez de la publicité, je suppose. Non, je parle de la CAP. Ah oui, la CAP. Mais oui. Tout à fait, la CAP qui est un élément important, mais qui fait de nos chaînes des médias qui sont des médias d'offres et pas des médias de demande. Donc ce qui, là aussi, doit nous obliger à nous détacher d'une logique d'audience et donc de chercher à adhérer à un mouvement ou à un autre. C'est d'ailleurs toute la vertu d'un système de financement public comme celui de la CAP, qui ne nous pousse pas à des logiques de rentabilité ou de chercher à faire de l'audience à tout prix, et qui sont justement un mécanisme de financement qui nous permet de jouer ce rôle très différent sur ce qu'on a pu développer sur l'innovation, sur le caractère fédérateur. Dernière précision, monsieur. Monsieur Patino l'a dit tout à l'heure, ça nous renvoie au triptyque payant, gratuit, service public. Non, mais exactement, si vous me permettez, je crois que, comme l'a dit Sybille, il faut que le contrat soit clair et on essaye de l'avoir. Aujourd'hui, pourquoi il y a une multiplication des audiovisuels d'opinion? C'est parce que l'opinion, ça coûte moins cher à faire que l'information, et qu'évidemment, dans le modèle de l'économie d'attention, quelque chose qui à la fois coûte moins cher à faire et attire plus d'attention est économiquement plus rentable. Et c'est la ligne, j'allais dire, de pente naturelle. Alors je ne dis pas du côté de quelle ou quelle opinion, mais le média d'opinion est la ligne, j'allais dire, la pente naturelle de l'économie de l'attention financée par la publicité. Ça, il faut le savoir, ça coûte moins cher, ça rapporte plus d'audience parce que ça attire l'opinion, donc évidemment, c'est la ligne de fuite. Les services publics, comme l'ont dit à la fois Delphine Ernotte et Sybille Veil, ça échappe à cette logique-là, donc il faut que notre contrat soit extrêmement clair pour échapper à cette attention, mais nous ne sommes ni les uns ni les autres financés par l'économie de l'attention, nous sommes financés, vous l'avez dit, par la collectivité. Et donc, à ce titre-là,
La collectivité, elle s'engage à moyen long terme. Donc nous échappons à, j'allais dire, cet effet magnétique de l'économie de l'attention. Et donc, normalement, nous échappons, je pense, à la logique de l'opinion. Donc le contrat, je pense pour chacun de nous, il est clair. Moi, très rapidement, si je dois vous le rappeler pour Arte, la philosophie, c'est les enjeux, pas le jeu, ou le débat, pas le combat. La forme, c'est une chaîne de récits, documentaire, fiction, cinéma, donc qui échappe aux tables de clash d'opinion. Et la culture propre, c'est une culture européenne avec le décentrement des regards, qui fait que oui, on a une valeur à Arte. On n'a pas d'opinion, mais on a une valeur. Notre valeur, elle est européenne. Elle est donnée par le traité interétatique. Le E de Arte, c'est Europe. Donc on est franco-allemand à visée européenne. Ça, c'est notre valeur, évidemment, une valeur d'ouverture. Mais je pense, encore une fois, que justement, le triptyque que vous m'avez l'amitié de rappeler nous permet justement d'échapper à cette logique-là du média d'opinion. Madame Ernotte, vous vouliez rajouter un mot? Non, je réagissais quand vous disiez l'audiovisuel n'est pas gratuit. En fait, c'est une convention, tout est payant, au fond. On pourrait dire aussi que l'école n'est pas gratuite, que l'hôpital n'est pas gratuit. Disons que tout comme l'ensemble des services publics, c'est en effet financé par la collectivité. Mais à ce titre, on est tout de même gratuit au sens où personne n'a à payer outre ce qu'il verse à la collectivité d'abonnements supplémentaires. Et par ailleurs, je rappelle quand même que beaucoup de foyers sont exemptés de cette redevance. Donc il y a une forme d'équilibre en fait également qui s'opère entre les foyers les plus modestes et comme l'impôt sur le revenu finalement et essaie d'établir cet équilibre. Voilà. Donc à ce titre, comme tout service public, je pense qu'on peut revendiquer le fait d'être gratuit comme l'école ou l'hôpital. Monique de Marco. Oui, je vous remercie. Je vais faire très court puisque nous avons peu de temps. Donc, moi, je partage l'idée de cette nécessité d'un service public fort, accessible à tous, qui innove et qui a des moyens financiers pour cela, quoiqu'il y a eu des baisses, par exemple, pour France Télévisions, pour le budget 2022. Donc, et pour tout le monde aussi, mais j'avais remarqué 14 millions pour France Télévisions. Lors de l'audition devant la Commission Culture en novembre 2021, Madame la ministre, donc Roselyne Bachelot, a annoncé, vous en avez parlé, de la création d'une offre numérique partagée entre Radio France et France Télévisions. C'était pour le premier semestre 2022. Bon, je n'ai pas obtenu de réponse à cette période, c'était en novembre, mais vous en avez abordé ceci suite aussi à la question donc, de Madame Sylvie Robert. Pouvez-vous nous apporter donc des informations sur la mise à place de cette plateforme, son périmètre, son financement et son fonctionnement? Est-ce ce projet de numérique dont vous avez parlé ou quelque chose de plus large, de plus vaste? Voilà, juste quelques précisions puisque c'est aussi de l'innovation de votre part. En fait, on y travaille ardemment ensemble avec Sybille Veil, donc n'hésite pas à compléter. Mais pour nous, la date du premier semestre est toujours la bonne, mais on la voit comme le début, en fait, d'un travail. Donc, il y aura une première proposition en mars, et on le voit comme le début d'un travail d'enrichissement de cette offre de proximité. On va aussi apprendre, parce que c'est quand même assez neuf de procéder ainsi, parce que c'est une offre qui se veut globale, qui rapporte le meilleur de Radio France, le meilleur de France Télévisions, dans mon quartier, près de chez moi, qui se rapporte, en fait, à mes centres d'intérêt immédiat et à ma géographie immédiate. Donc, c'est assez nouveau. Et donc j'espère bien que ça va évidemment évoluer dans le temps, que ce faisant, comme souvent dans le numérique d'ailleurs, on apprend en faisant, et on va en cheminant ensemble, travailler ensemble à enrichir de plus en plus à partir de mars, donc c'est pour ça que je voulais dire ça, à partir de mars, cette offre numérique de proximité. Ah oui, je vous confirme. Oui, tout à fait. Sur ces questions-là, effectivement, c'est un projet dans lequel on croit beaucoup de chaque côté, du côté des équipes de Radio France, de France Télévisions. On s'y investit beaucoup parce que, comme le rappelait très justement Delphine Ernotte, on voit à quel point le besoin de médias locaux est aujourd'hui important pour créer un lien qui soit un lien de proximité réelle dans un moment où on est écrasé par les chiffres, des faits qui ont une dimension pour le citoyen pas toujours facilement perceptible. Donc on est vraiment soucieux de développer cette offre qui est une offre de médias de la vie locale,
qui est une dimension qui doit avoir toute sa dimension numérique et qui nous permet, en joignant nos moyens, de faire quelque chose d'encore plus ambitieux. C'est-à-dire qu'on met ensemble nos forces, nos moyens d'investissement pour avoir une offre qui puisse permettre d'apporter ce que chacun de notre côté, on ne pourrait pas aussi bien développer. C'est des fonctionnalités dont parlait Delphine Ernotte, comment être géolocalisé, comment prévoir de l'interactivité sur ce type d'offre. On va vraiment aller au bout de cette proposition-là. Et c'est un projet qui est, je pense, un très beau projet qui doit marquer, là encore, l'utilité du service public, parce qu'il sera aussi l'expression de la présence sur l'ensemble du territoire de nos deux réseaux. Alors moi j'avais deux questions à vous poser pour finir. Sur d'abord la notion de qualité de l'information, vous êtes revenus les uns et les autres dessus, on comprend bien que vous êtes attachés à la qualité de l'information, ça fait d'ailleurs partie des missions du service public. Bon, ceci dit, depuis que nous avons commencé ces auditions, personne ne nous a dit, aucun des éditeurs ne nous a dit on fournit une information qui est de mauvaise qualité. Est-ce que vous pourriez nous aider à définir ce qu'est une information de qualité? Vous qui êtes des professionnels, comment vous caractériseriez la notion d'information de qualité? Et deuxième question, qui est un peu liée, je crois que c'est vous, Madame Ernotte, qui avez précisé qu'il fallait, en cas d'émergence de grands groupes, notamment du fait de la fusion possible TF1-M6, qui est un régulateur fort. Est-ce que ça voulait dire qu'il faudrait renforcer les pouvoirs de l'Arcom, notamment sur les deux aspects de la qualité de l'information et du respect du pluralisme? Et si c'est le cas, sur quel point particulier faudrait-il renforcer les pouvoirs de l'Arcom? C'est presque une question philosophique que vous posez là, sur qu'est-ce qu'une information de qualité qui mérite. Répondre rapidement pardon, je vous interromps. C'est pas pour un débat philosophique, c'est plutôt pour voir si ça s'écrit dans une loi. Alors, ma réponse va être un petit peu compliquée à écrire dans une loi. Je vous dis pourquoi. Parce que d'abord, il y a des conditions nécessaires qui ne sont pas pour autant suffisantes. Les conditions nécessaires, c'est que l'information, quand on la publie, elle soit vérifiée sur tous ses aspects. Et donc, ça demande du travail, en fait, qu'il y ait une vérification qui soit opérée. Deuxième chose, c'est qu'elle soit resituée dans son contexte. Et donc, il faut aussi décrire dans quel contexte cette information arrive. Et enfin, il faut aussi qu'elle soit, d'une certaine manière, décodée. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça dit, cette information, qu'est-ce que ça ne dit pas, si ça doit dire quelque chose. Donc, il y a une profondeur de champ de cette information qui doit être travaillée avant qu'elle puisse être publiée, d'une certaine manière. Ça, ce sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes pour nous. La condition absolue, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, madame, c'est la confiance que nos téléspectateurs ont dans cette information. C'est-à-dire que pour nous, une information n'est de qualité que si elle a tous les critères qui sont sûrement perfectibles, que je viens de vous énoncer un peu trop rapidement, mais surtout si les gens font confiance à l'information qu'on leur donne, à l'article qu'on publie sur France Info, au sujet qu'on présente au journal de 20h. Le critère ultime, à la fin, c'est ça. Je crois que l'Arcom, qui est né au 1er janvier, a déjà ses pouvoirs énormément renforcés, et notamment dans le champ de contrôle des médias globaux qui n'étaient pas le sien aujourd'hui. Est-ce qu'on peut continuer à miser sur un Arcom fort et renforcer encore certainement, je pense que la régulation indépendante, ce que l'Arcom est un lieu absolument essentiel pour nous tous, de régulation de l'audiovisuel. Donc, alors, dans quel champ? Ça, il faudrait... Je ne peux pas vous répondre là en 2 mots, mais certainement. De la même manière, d'ailleurs, que la régulation européenne doit aussi se renforcer. Donc, il peut y avoir plusieurs niveaux de renforcement de la régulation à une échelle européenne et à une échelle nationale.
Anaïs, vous voulez dire un mot? Peut-être juste pour dire que sur la question de la régulation, c'est pour nous un enjeu qui va être vraiment vital. C'est-à-dire qu'il faut... on a beaucoup fait ces dernières années, le législateur a beaucoup fait. On est sorti d'une forme de naïveté à l'égard des relations avec les grands acteurs que sont les GAFA. Il faut continuer, parce qu'en permanence, on se retrouve dans des situations où on peut être évincé, disrupté. C'est le cas dans... Tout à l'heure, Bruno Patino parlait des télécommandes, je vous ai parlé des enceintes connectées, des tableaux de bord des véhicules. Donc en permanence, il faut avoir une vigilance dans ce monde de forte innovation pour faire en sorte que les contenus qui ont un intérêt général puissent continuer à être accessibles aux citoyens. Et ces contenus qui ont un intérêt général sont de nature publique comme ils peuvent être aussi de nature privée. Et c'est important de continuer à avoir cette vigilance sur la régulation nécessaire aujourd'hui. Juste en 2 mots sur la régulation, on voit bien que la philosophie de la régulation, on la comprend bien, mais avoir le critère précis sur lequel ça se définit, c'est de plus en plus compliqué. Donc peut-être que là, il y a une évolution petit à petit du type de régulation, enfin dans le mode de suivi, parce que effectivement, peut-être 1 an avant que l'histoire des télécommandes arrive, on est à milieu d'imaginer que ça va arriver, et pourtant ça arrive, et etc. etc. Et le numérique qui fait briser les silos, en fait qu'à un moment donné, votre poids dominant, il peut être dominant sur une opinion ou sur sur la fabrique de l'opinion, ou sur la fabrique du consentement, et donc là, ça pose un problème, alors que c'est très difficile à définir, ex ante. Sur la qualité de l'information, ce qu'a dit évidemment Delphine Arnott est tout à fait juste. Quand on regarde les études qui sont faites aujourd'hui, on a évidemment une impossibilité absolue d'avoir l'indicateur ultime, si j'ose dire, qui vous permettrait de savoir, mais il y a quand même 2 corrélations qui existent, et malgré tout, quoi qu'on en dise. La première chose, c'est malgré tout le nombre de journalistes dans une rédaction. Alors, quand on est dans un média généraliste, c'est le nombre de journalistes tout court. Quand on est dans un média spécialisé, c'est le nombre de journalistes sur cette spécialisation. Ce n'est pas forcément les énormes rédactions. Une information peut être de très grande qualité si, sur un sujet donné, j'ai 15 personnes qui sont sur ce sujet donné. Mais malgré tout, le nombre de personnes professionnelles dont c'est le métier qui travaillent sur la fabrique de l'information, ça veut dire qu'on aura a priori plus d'informations que de commentaires, plus de vérifications factuelles, plus de connaissances ou autres. Et évidemment, le deuxième point, c'est le degré de compétence professionnelle des gens qui forment ces rédactions-là. Malgré tout, il y a une corrélation entre la qualité de formation des gens qui font l'information, leur nombre et l'information qui est produite. Ce n'est pas une garantie ultime, ce n'est pas, le seul indicateur, mais ça a quelque chose à dire. Et donc on peut se dire qu'à un moment donné, dans des endroits où il y a de moins en moins de journalistes et de plus en plus de gens qui font du contenu et qui poussent du contenu, a priori, ce qu'ils vont pousser sera de moins en moins une information, sans doute de plus en plus une opinion, et sa qualité, c'est-à-dire sa qualité civique, le fait de nous transformer de public en citoyen, sera sans doute moins forte. Dernière question du rapporteur, on s'arrête à 17h30. Oui. Alors, une question précise, parce que je n'ai pas été satisfait, Madame Ernotte, parce que j'ai vu comment, de façon très solennelle, vous m'avez répondu à la question sur les pressions politiques. Par contre, j'ai posé une question précise sur des annonceurs qui auraient arrêté leur budget publicitaire parce que des informations ou des enquêtes auraient été mises sur le service public. J'ai en tête ce qui s'est passé avant même votre mandat, mais qui s'est poursuivi par des procédures judiciaires. Ici, devant la commission, M. Nicolas Terry, président du Crédit Mutuel, a absolument contesté formellement le fait qu'il y ait eu intervention et une baisse des budgets publicités de la Banque Mutuelle sur France Télévisions en réaction à la diffusion du documentaire de Nicolas Vescovaci. Vous me confirmez ces propos ou vous pouvez me les infirmer. En tous les cas, j'ai posé une question précise. Vous avez répondu par une généralité sur le fait que vous êtes attaqué en justice par plein de gens, etc., et que vous ne subissez pas la pression. Mais là, je parle de pression économique concrète en retrait de baisse de budget publicitaire. Il n'y en a jamais eu ou il y en a eu?
Je ne saurais pas vous dire de bêtises parce que je parle sous serment. Je crois qu'il y a souvent menace en fait, parce que parfois certains responsables peuvent être en colère parce qu'ils ont vu à la télévision un reportage qui ne leur convient pas et ils sont sincères d'ailleurs, hein, souvent dans leur colère. Hein, donc parfois ils peuvent dire voilà, on va supprimer. Mais est-ce que ça a été réellement fait? Je n'en ai aucun souvenir. De toute façon, ça n'est pas un argument pour nous. C'est-à-dire que la publicité évidemment compte dans nos revenus, ça représente à peu près 15%, mais ça n'est pas fondamental. La liberté d'informer l'est beaucoup plus. Oui. Donc, même, je dirais que... Oui, mais ça nous donne des informations sur les pratiques possibles d'abus de pouvoir économique ou de puissance financière sur la liberté d'informer. Alors, je vais le dire autrement. Si demain, une puissance économique me disait si vous faites ce reportage, je supprime la publicité, ça ne changerait pas d'un iota la publication du reportage. Mais ma question, c'est est-ce que ça a eu lieu? Non, je crois... Enfin, en tout cas, alors je vais répondre autrement parce que... est-ce que j'ai souvenir d'une baisse de chiffre d'affaires publicitaire liée à un reportage d'investigation? Non, en fait. Je m'en souviens pas. Mais des menaces, souvent, vous avez dit. Oh oui, ça arrive, parce que moi, j'ai souvent les gens au téléphone, et ce sont des hommes et des femmes, et je peux le comprendre aussi. Hein. Vous savez, moi, quand on dit que le service public n'est pas à la hauteur, je ne suis pas toujours contente non plus. Donc voilà, donc ça reste des conversations privées qui n'ont pas forcément de conséquences. Et en tout cas, ça n'est clairement pas un moyen de pression sur France Télévisions. Voilà. Enfin, merci. D'accord. Dernière remarque, monsieur le rapporteur, il faut vraiment qu'on s'arrête. Je ne parlais pas de si ça prêtait à conséquence ou de colère exprimée parce qu'on n'est pas d'accord, etc. Je parlais de pression sur une baisse de budget, de menaces de pression de ce type concrètement. Voilà. Donc, non, de menaces, franchement, non. Voilà. D'expression de colère, oui, de menaces, non. Merci de vos réponses et de vos interventions. Évidemment, si vous voulez éventuellement développer tel ou tel point par écrit et qu'on n'a pas pu, compte tenu du format table ronde, vous entendre suffisamment sur un point que vous auriez souhaité développer plus, vous pouvez bien sûr apporter des contributions écrites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes chers collègues, on se donne 2-3 minutes de pause. Ça peut-être profiter pour aérer la pièce, d'ailleurs, ça serait peut-être pas mal.